Dans ce premier exercice, Parlons poète, il s'agissait de réviser pour certains qui l'ont sûrement déjà vu en primaire ou alors d'apprendre pour d'autres tout le vocabulaire qui est propre à la poésie et qu'on utilise quand on étudie des poèmes du coup. C'est ce qu'on appelle la versification, donc l'étude de la forme d'un poème, c'est-à-dire contrairement au fond, on ne s'intéresse pas à ce que raconte le poème, on s'intéresse à la façon dont est présenté un poème, à quoi il ressemble sur une page. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la versification. La base de la versification se pose sur 3 mots qui sont essentiels en poésie et qu'il faut connaître. Donc le premier mot, c'est le mot strophe. Le mot strophe signifie un rassemblement de plusieurs vers. Donc c'est à peu près ce qui ressemble à un paragraphe en temps normal, c'est-à-dire l'ensemble des lignes jusqu'à ce qu'il y ait un saut de lignes. Donc dans la réponse, c'était un groupement de plusieurs vers séparés les unes des autres par une ligne blanche. Ça, c'est la strophe. J'ai dit que les strophes, c'était ce qui comportait plusieurs vers. Donc les vers, c'est l'équivalent d'une ligne. C'est ce qui ressemble à une ligne dans un poème. Alors contrairement à un roman, par exemple, la ligne ne va pas du début à la fin de la page. Elle peut s'arrêter au milieu de la page pour aller à la ligne, et il n'y a pas forcément un signe de ponctuation à la fin d'un vers. Des fois, couper une phrase au milieu, ça donne un effet poétique. C'est fait exprès qu'on coupe une phrase au milieu pour aller au vers suivant. Normalement, quand on lit à voix haute un poème, il faut faire une petite pause à la fin de chaque vers. Et quand on écrit un poème, il faut mettre une majuscule au début de chaque vers, même si c'est pas le début d'une phrase. Et enfin, le troisième terme qui est important à connaître quand on étudie la poésie, ce sont les rimes. Alors une rime, c'est la répétition d'un son en fin de vers uniquement. Sinon, il peut y avoir des sons qui se répètent dans les vers. On donnera d'autres noms à ces effets-là. Nous, on va surtout s'intéresser aux rimes, c'est-à-dire les sons qui se répètent en fin de vers. Donc ces 3 mots, il faut vraiment que vous les connaissiez, que vous sachiez les définir. En sixième, c'est essentiel. Maintenant que vous savez ce qu'est une strophe, eh ben on va rentrer un peu plus dans les détails. Les strophes, suivant le nombre de vers qu'elles comportent, elles n'ont pas le même nom. Alors vous pouviez reconnaître grâce à la sonorité des noms le nombre de vers qu'il y allait avoir dans chaque strophe. Par exemple, dans 4-1, on reconnaît bien le mot 4 qui signifie donc une strophe de 4 vers. Tercé, à ne pas confondre avec le tiercé qui est une course de chevaux, un tercé c'est une strophe de 3 vers. On reconnaît un petit peu la sonorité avec un tiers. Quand on fait des maths, on parle de tiers. Et ben c'est la même origine. Quintile, ça signifie une strophe de 5 vers. Distique, une strophe de 2 vers. Alors on pourrait croire que c'est 10 parce que on entend en effet le son 10, mais c'est di. Di, c'est un préfixe qui souvent signifie 2. Et 6-1, là on reconnaît bien le nombre, le chiffre, on entend bien 6. Donc un 6-1, c'est une strophe de 6 vers. Tout comme les strophes qui ont des noms particuliers suivant le nombre de vers qu'il y a à l'intérieur, les vers eux-mêmes, donc l'équivalent des lignes, vont avoir des noms suivant le nombre de syllabes qu'on a à l'intérieur du vers. Pour rappel, une syllabe, c'est un son qu'on va arriver à prononcer en une seule émission de voix. Donc par exemple, un vers de 6 syllabes s'appelle un hexasyllabe. Hexa en grec, ça veut dire 6. On retrouve ce mot en maths, encore une fois, quand par exemple vous parlez d'un hexagone, c'est une forme à 6 côtés. Un vers de 10 syllabes s'appelle un décasyllabe. Vous pouvez penser par exemple à Décathlon. Alors avant d'être un magasin, Décathlon c'est une épreuve physique, le décathlon. C'est une épreuve sportive qui est composée de 10 sports différents. Donc déca ça veut dire 10. Alexandrin, alors là la petite histoire du mot, c'est que c'est un vers qui a été créé et très utilisé dans la ville d'Alexandrie en Égypte. C'est pour ça que le vers porte le nom en hommage à cette ville. Et donc un alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes. C'est un peu le roi des vers.
Un poète, quand il veut faire des poèmes parfaits, eh ben, il va essayer de le faire en alexandrin parce que c'est assez compliqué à faire et ça fait un rythme qui est très joli. Je peux vous donner un exemple d'alexandrin. Et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Alors là, je l'ai découpé en syllabes, mais si on le lit à la façon poétique, ça donne et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Donc l'alexandrin, ça donne un petit air poétique au texte, ça donne un rythme. Mais il n'y a pas que l'alexandrin, en fait, tous les types de vers, le fait de découper les syllabes, c'est pour donner un rythme au poème. 8 syllabes dans un vers, c'est un octosyllabe. Encore une fois, on retrouve le mot octo, on retrouve la forme octo, comme dans octogone, qui est une forme à 8 côtés. Et enfin, ce qu'il faut maîtriser, c'est les différentes rimes. Alors, les rimes embrassées, parce qu'il y a une rime qui est à l'intérieur d'une autre rime. Donc ça, c'est la disposition A-B-B-A. Si on traçait des petits traits pour relier les deux A et les deux B, on verrait qu'il y a une rime qui embrasse la deuxième, c'est-à-dire qui presque la mange en fait. L'autre est à l'intérieur de la première. Il peut aussi y avoir des rimes qui se croisent, c'est-à-dire le premier vers rime avec le troisième et le deuxième avec le quatrième. Si on faisait un petit trait pour rejoindre le premier et le troisième vers et un autre pour rejoindre le deuxième et le quatrième vers, on verrait qu'en effet, ces petits traits, ils se croisent. Donc c'est ce qu'on appelle les rimes croisées, et ça s'écrit A-B-A-B. Et enfin, la dernière disposition, on appelle ça les dispositions des rimes, ça veut dire comment elles sont placées. Des rimes qui vont se suivre, qu'on appelle les rimes plates ou suivies, c'est quand chaque ligne rime avec celle d'au-dessus ou celle d'en dessous. Donc c'est les rimes se suivent. Donc c'est le schéma AAB. La première et la deuxième ligne riment ensemble, la troisième et la quatrième riment ensemble, etc. Alors je vous avais demandé un petit exercice d'application pour voir si vous aviez bien compris toutes ces règles. C'était à partir d'un poème de Charles d'Orléans. Alors je vais vous lire une fois le poème pour que vous entendiez la façon dont on est censé lire un poème en détachant bien toutes les syllabes. Le temps a laissé son manteau, de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Il n'y a bête ni oiseau, quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau, de vent, de froidure et de pluie. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie, gouttes d'argent, d'orfèvrerie, chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau, de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies, de soleil luisant, clair et beau. Alors vous avez pu remarquer que j'ai bien articulé. Quand on lit un poème, on articule bien et on insiste bien sur chaque syllabe. Et comme vous avez pu le remarquer et ce que je vous avais dit un peu plus tôt, on fait une pause à chaque fin de vers. Après avoir lu ce poème, je vais vous demander donc de remplir un texte à trous puis un QCM. Donc si on récapitule, ce poème est composé de 4 strophes, on les voit bien, elles sont séparées par des sauts de lignes, des lignes blanches, et toutes ces strophes ont 4 vers. Alors une strophe de 4 vers, ça s'appelle du coup un quatrain. Donc ici nous avons 4 quatrains. Si on découpe les vers en syllabes, par exemple le premier ça donne le temps a laissé son manteau. Et si vous avez bien compté, ça donne 8 syllabes. Si on vérifie par exemple le premier vers de la deuxième strophe, il n'y a bête ni oiseau, ça fait toujours 8 syllabes. Donc tout le poème, vous pouvez essayer avec tous les vers si vous voulez, mais tout le poème est composé donc de vers de 8 syllabes, c'est ce qu'on appelle des octosyllabes. Enfin, je vous demandais ce qu'il en était des rimes. Alors, pour analyser les rimes, on écrit généralement à la fin de chaque vers une lettre pour voir quel vers rime avec quel vers. Ici, on va utiliser la lettre A pour le son O et la lettre B pour le son I. Parce qu'ici, il n'y a que 2 sons utilisés pour les rimes. S'il y avait un troisième son, on utiliserait la lettre C. Alors, si on regarde la disposition des rimes, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule disposition de rime. On peut trouver des rimes embrassées,
et des rimes croisées. Et pour ce qui est alors je vais le dire grossièrement, du sexe des rimes, on parle aussi de rimes masculines ou féminines. Les rimes féminines, c'est les rimes qui vont finir par le son E, tout simplement. Parce que c'est les rimes les plus simples à faire. Et les rimes masculines, c'est toutes celles qui vont finir par un autre son. Ici, si vous regardez, on a dit qu'il n'y avait que 2 sons de rime, le son O et le son I. Donc logiquement, les rimes sont majoritairement masculines puisqu'il n'y a aucune rime féminine. Pour voir si vous avez bien compris tout ça, je vous mets un autre poème sur lequel vous pouvez vous exercer. Alors, combien de strophes a ce poème ? La réponse est 4, on les voit bien, qui sont séparées par des lignes blanches. Quel type de strophe on peut trouver ? C'est-à-dire combien de vers à chaque strophe et comment on appelle ces strophes-là ? Ici, on voit qu'il y a 2 strophes de 4 vers, donc 2 quatrains, plus 2 strophes de 3 vers, ce qu'on appelle des tercets. Un petit mot à connaître qui est assez important en littérature française et notamment en poésie, quand on a un poème qui est composé de 2 quatrains plus 2 tercets, c'est-à-dire 2 strophes de 4 vers plus 2 strophes de 3 vers, c'est ce qu'on appelle un sonnet. C'est considéré comme étant le style de poème le plus précieux, le plus beau. Pendant très longtemps, les poèmes devaient respecter cette règle-là. Quel est le type de vers utilisé, c'est-à-dire combien il y a de syllabes dans chaque vers ? Alors vous essayez dans votre tête ou à voix haute en comptant sur vos doigts, c'est tout à fait possible de voir le nombre de syllabes qu'il y a dans chaque vers. Si on découpe ensemble, on voit qu'il y a 12 syllabes. Attention, quand vous comptez les syllabes, il ne faut surtout pas compter le nombre de barres que vous mettez, il faut compter le nombre d'espaces qu'il y a entre les barres. Donc ici, on compte 12 espaces. Un vers de 12 syllabes s'appelle donc un alexandrin. Le poème est donc composé uniquement d'alexandrins. Et enfin, quels sont les types ou le type de rimes utilisées ici, c'est-à-dire quelle disposition de rime on a ? Alors je vous laisse regarder. Alors il y a un petit piège dans les sonnets en fait, c'est qu'il faut vraiment regarder les rimes dans l'ensemble du sonnet. Parce que dans les sonnets, les rimes ne sont pas les mêmes partout. Ici, par exemple, on trouve dans la première et la deuxième strophe des rimes embrassées. Alors que dans la troisième et la quatrième, on va avoir 2 rimes croisées, plus une rime plate. Les deux derniers vers riment ensemble, ce sont une rime plate, alors que les vers de la strophe 3 et le premier vers de la strophe 4 riment de manière croisée. Ici, on a un mélange de toutes les dispositions de rimes. Et si on regarde, les rimes sont encore une fois majoritairement masculines, puisque les seules rimes féminines qu'on a par exemple sont majestueuse et fastueuse, les vers 2 et 3 qui finissent en E. C'est un son qui finit en E, donc c'est une rime féminine. Sur le reste, on a, à part pour renaître et peut-être, on a des rimes masculines, à part renaître et peut-être qui finissent en